Bonjour tout le monde. La dernière vidéo, nous avons présenté les statistiques, la statistique descriptive. Nous avons présenté quelques outils qu'on utilise pour représenter des données, pour faire une représentation de données, que ce soit des représentations graphiques ou numériques. Aujourd'hui, on va présenter les échantillons aléatoires et les lois d'échantillonnage. On commence par parler rapidement de l'inférence statistique sur les paramètres. Les paramètres qui sont la moyenne, la variance ou proportion, etc., d'une certaine variable aléatoire X qui est définie dans une population donnée, se fait à l'aide d'un échantillon de la population étudiée. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si je fais un petit retour sur les statistiques descriptives. Lorsqu'on a commencé à parler de la statistique, de la terminologie, on a dit c'est quoi une statistique? Donc, une statistique et un paramètre. Donc là, c'est très important de faire la distinction entre ces deux-là. Donc, on a dit que le paramètre, c'est une mesure, c'est une mesure qui caractérise la variable, en fait, dans la population entière. Donc, ça, c'est un paramètre. Donc, une statistique, c'est une mesure qui caractérise la variable aussi, mais là, dans un échantillon. Donc là, c'est ça la différence entre ces deux-là. C'est très important de les distinguer. Comme par exemple, là, on a vu les paramètres comme une moyenne mu, une variance sigma carré, proportion de succès P dans le cas d'une Bernoulli, lambda dans un cas de Poisson ou une exponentielle, etc. Donc là, nous, lorsqu'on veut étudier ces paramètres-là, on utilise l'inférence statistique, ce qu'on appelle. Cette inférence, ça veut dire, je vais étudier ces paramètres-là que je ne connais pas à l'aide d'un échantillon de la population. En fait, un échantillon aléatoire, un échantillon doit être tiré au hasard de la population pour être représentatif de celle-ci. Donc, je ne prends pas les dernières pièces produites ou j'ouvre un carton puis je prends mes pièces toutes dans ce même carton-là. Ça se fait pas. Il faut le prendre aléatoirement dans tout le stock que j'ai. Donc, on parle dans ce contexte-là d'un échantillon aléatoire. Donc, si X est une variable aléatoire, c'est-à-dire une population, un échantillon aléatoire de taille n de la variable aléatoire X est une suite de n variables aléatoires. Donc, lorsque je prends un échantillon aléatoire, je vais avoir une suite de n variables aléatoires. Donc, chacun des éléments, c'est une variable aléatoire parce qu'au début, là, j'ai pas mesuré les valeurs. Donc, c'est x1, x2, xn. Ce sont n variables aléatoires, IID, ça veut dire indépendantes et identiquement distribuées, et sont toutes distribuées selon la même loi de probabilité de la variable aléatoire x. Donc là, ça c'est au début, on parle de l'échantillon. Mais lorsque on a pris les mesures, lorsque les données, on dit x1 jusqu'à xn sont obtenues, on dit qu'on a une réalisation de l'échantillon. Donc, faites attention, regardez ici, c'est des variables aléatoires. Et si j'ai pas pris des mesures, j'ai un échantillon, j'ai pas encore les mesures. Quand je prends les mesures, c'est des observations, ça devient une réalisation, c'est des x minuscules et des x en majuscule. Donc, soit x1, xn, un échantillon aléatoire d'une variable aléatoire x. En fait, toute fonction h de x1, x2, xn et qui ne dépend que des variables aléatoires qui sont définies par l'échantillon constitue une statistique. Donc, en fait, une statistique, c'est une fonction des variables aléatoires qui constituent l'échantillon. En fait, si on parle de la moyenne x bar, qui est la somme des xi sur n, c'est une statistique parce que c'est une fonction des variables aléatoires qui forment l'échantillon. La variance s carré, c'est une fonction de xi, mais qui ne dépend que des xi, parce que même x bar, ça dépend des xi. C'est une statistique. La médiane aussi, c'est une statistique. Donc, on a toute fonction de ces variables aléatoires qui forment l'échantillon, ça constitue une statistique. En fait, une statistique étant une fonction de variables aléatoires, elle est aussi une variable aléatoire, parce que toute fonction d'une variable aléatoire, c'est une variable aléatoire.
Donc, puisque c'est une variable aléatoire, elle a une distribution de probabilité. Cette distribution est qualifiée de distribution échantillonnale. Donc, on lui donne un nom particulier parce qu'elle dépend de l'échantillon. En fait, chaque statistique possède une distribution échantillonnale. Donc, si je prends n'importe quelle statistique, je devrais avoir cette distribution échantillonnale. Cette distribution dépend de la distribution de X même et de la taille de l'échantillon. Si on fait un petit exemple, soit une population de 3 unités, parmi lesquelles, donc pour lesquelles X prend les valeurs 0, 1 et 2. Donc là, j'ai une population, là, c'est équiprobable. Donc là, j'ai X qui prend les valeurs 0, 1 ou 2. Donc, c'est une variable aléatoire discrète ici. Ben, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc là, si on extrait de cette population un échantillon aléatoire de taille 2, donc là, je vais avoir x1 et x2. J'ai deux valeurs. Donc, et ça avec remise. Donc là, je peux avoir le même nombre de fois. Déterminons la distribution échantillonnale de x bar. Donc là, pour déterminer ça, il faut savoir c'est quoi les valeurs que x bar peut prendre. Mais pour ça, il faut savoir quelles sont les valeurs que x1 et x2 peuvent prendre. Donc, je peux avoir 0, 0, je peux avoir 0, 1, je peux avoir 0, 2, je peux avoir 1, 0, je peux en avoir 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1 et 2, 2. Donc là, on peut y avoir ces valeurs-là pour x1 et x2. Donc là, x bar, ça prend quoi comme valeur? Ça peut prendre 0, 0,5, 1, 0,5, 1, 1,5, 1, 1,5 et 2. Donc là, le plus important, c'est quoi la probabilité de chacun de ces résultats? Ces résultats sont équiprobables. Donc, chacun, il a une probabilité de 1/9. Donc, x bar, ça prend quoi comme valeur? C'est quoi son support? Donc, ça prend 0, on a 1/2, on a 1, on a 3/2 et on a 2. Donc là, c'est quoi Px bar de x bar? Donc là, ça, c'est la distribution échantillonnale de x bar. Donc, c'est quoi la probabilité qui est 0? C'est un seul élément parmi les 9, qui sont équiprobables, donc ça fait 1/9. 1/2, ça apparaît 2 fois, donc ça fait 2/9. 1, ça apparaît 3 fois, donc 3/9. 3/2, ça apparaît 2 fois, et 2, ça apparaît une fois. Puis là, on voit que la somme des probabilités, c'est égal à 1, c'est bel et bien une distribution de probabilité. Donc, vous voyez, c'est ça ce qui est important là, on est dans un contexte de distribution de probabilité. Donc, puisque c'est une distribution de probabilité, généralement, on peut calculer sa moyenne. Donc, mais on a dit que x bar, l'espérance de x bar, par défaut, c'est l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus l'espérance de xn sur n. Or, toutes ces espérances sont égales puisqu'elles ont toutes la même distribution de x, donc ça fait n fois mu sur n, c'est égal à mu, où mu c'est égal à l'espérance de x bien sûr. Et on peut dire sigma carré, c'est la variance de x. Donc si on veut déterminer c'est quoi la variance de x bar, ici c'est la variance de x1 plus x1 sur n plus x2 sur n plus xn sur n. Donc là, puisque quand les variables sont indépendantes, donc la variance de la somme, c'est la somme des variances. Puis là, c'est égal, la variance de x1, c'est sigma carré sur n au carré, plus sigma carré sur n au carré, parce que la variance de ax, c'est a carré fois la variance de x, rappelez-vous de ça, plus sigma carré sur n au carré. Puis là, ça va donner n fois sigma carré sur n au carré. Puis c'est égal à sigma carré sur n. On a vu ce résultat déjà lorsque nous avons présenté le théorème central limite. Donc, si n est grand, en fait, ça tend vers une loi normale. Donc, on peut même vérifier ici l'espérance de x c'est égal à 1. Vous pouvez le vérifier. L'espérance de x bar, c'est aussi égal à 1. C'est égal à 0 fois 1 neuvième. 1 demi fois 2 neuvièmes, c'est égal à 1 neuvième. Plus 3, ça fait 4 neuvièmes. 4 neuvièmes plus 3 neuvièmes, ça fait 7 neuvièmes, plus 2 neuvièmes, ça fait 1. Puis la même chose, vous pouvez calculer la variance. Donc, si on calcule la variance de x, par exemple, donc si on veut calculer c'est quoi la variance de x,
La variance de x est égale à 0 carré fois 1 tiers, plus 1 au carré fois 1 tiers, plus 2 au carré fois 1 tiers, le tout moins la moyenne au carré. Donc, ça fait 1 tiers plus 4 tiers, ça fait 5 tiers, moins 1, c'est égal à 2 tiers. Donc, si on veut déterminer c'est quoi la variance de x bar, ben, ça va donner 2 tiers sur la taille de l'échantillon qui est 2, c'est égal à 1 tiers. Donc là, si vous calculez la variance de cette variable-là en utilisant la fonction de masse, certainement vous allez trouver 1 tiers. Donc, comme remarque, en pratique, les populations étudiées sont nombreuses, voire infinies. Le nombre d'échantillons possibles est également très grand, voire infini. Donc là, c'est pas comme ce cas-ci qu'on a fait comme exemple avec 3 cas possibles et tout. Non, c'est en général, c'est très grand, c'est infini. Donc, la distribution échantillonnale de la moyenne x bar est donc en général de type continu. Puis en général, pour x bar, lorsqu'un est grand, ça va tendre vers une loi normale par le théorème central limite. Donc, théorème. Soit x, une variable aléatoire de moyenne mu qui est l'espérance de x, et une variance sigma carré qui est la variance de x, et soit x1, xn, un échantillon aléatoire de taille n de la variable aléatoire x, si la variable aléatoire x est de loi normale, ou si la taille de l'échantillon est grande, alors x bar moins mu sur sigma sur racine de n suit une loi normale 0,1. C'est-à-dire que x bar suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n. Donc, ça suit exactement lorsque x suit une loi normale et approximativement lorsque la taille de l'échantillon est grande. Donc, en fait, on a vu la loi normale, on a vu comment on l'utilise. Maintenant, c'est pas juste la loi normale. X bar, oui, c'est une loi normale, mais lorsqu'on veut étudier les distributions échantillonnales, c'est sûr, on aura besoin de certaines statistiques usuelles, donc certaines distributions de statistiques usuelles que nous allons voir maintenant. C'est la loi du qui-de. Donc, on fait aussi la loi T de Student et la loi F de Fisher. Donc, on va voir une à la fois ces 3 lois. Donc, la première loi, c'est la loi du qui-de. En fait, c'est quoi la loi du qui-de? Si j'ai Z1, Z2, ZK, des variables aléatoires I et D, ils ont toutes la même distribution, ils sont indépendantes, bien sûr, avec Z. Quand on a dit Z, c'est une loi normale, sont très réduites, donc ça suit chacune seule pour I égale 1 jusqu'à N, ou jusqu'à K ici. Dans ce cas-ci, c'est jusqu'à K. On dit que qui de K, c'est la somme des ZI au carré. Donc, une somme de ZI au carré, c'est une loi du qui de à K degré de liberté. Sa densité est celle d'une loi gamma. Donc, quand on a présenté les lois continues, je présentais la loi gamma, donc c'est un cas particulier avec R égale K sur 2 et lambda égale à 1,5. En fait, f de x, c'est égal, c'est ça, sa densité, elle est toujours positive dans ce contexte-là. On peut montrer, d'après les propriétés de la loi gamma, que l'espérance d'une qui de k, c'est égal à k. C'est définitif, c'est R sur lambda, donc ça fait k sur 2 sur 1,5, ça fait k, et la variance, c'est égal à 2k, c'est les propriétés de la loi gamma. En fait, ce qui est important maintenant, c'est que pour une valeur alpha donnée, telle que alpha est entre 0 et 1, on définit le centile qui de alpha k par la relation suivante. Donc là, je vais essayer juste de vous montrer un cas, là, ça va être dans la slide suivante, mais juste à titre indicatif, une loi de qui de, ça ressemble un petit peu à ça. En statistique, donc nous on a vu la fonction de répartition, c'est la probabilité qui est inférieure. En statistique, ce qu'on cherche, on cherche les probabilités supérieures. Donc on cherche si ça égale à alpha. C'est quoi la valeur ici? À partir de quelle valeur la probabilité qu'une qui de k soit supérieure à alpha, supérieure à une valeur, c'est égal à alpha. Et ça s'appelle le centile qui de alpha k. Donc, qui de alpha k, c'est la valeur telle que la probabilité d'une qui de k est supérieure à qui de alpha k. En général,
les probabilités sur une loi de qui 2 ne sont pas, il n'y a pas de valeur analytique. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas les calculer à la main. La loi gamma, vous savez que la fonction gamma, c'est une fonction non définie analytiquement. Ben, elle est définie, mais pas analytiquement, on le définit numériquement. Donc là, le calcul, ça se fait à l'aide d'un ordinateur. Il y a des tables dans les différents livres. Il y a toujours des tables pour ça. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des tables, mais ces tables-là sont très, très limitées à certaines valeurs de alpha, à certaines valeurs de k. En général, aujourd'hui, on utilise les ordinateurs. Dans les contextes des examens, ben, c'est sûr que vous allez utiliser une des tables où vous utilisez certainement, on vous donne aussi les valeurs aussi dans certains cas. C'est pas le plus difficile, mais dans la vraie vie, on le calcule directement. Donc, c'est comme, on prend un exemple, la probabilité qu'une qui de 10 est supérieure à 18,31, c'est égal à 0,05. Donc là, je vais utiliser R pour une première fois. Donc là, R, c'est un outil très intéressant qu'on utilise en statistique énormément. Donc les lois de Ki-2, toutes ces lois-là sont déjà définies. Ben, toutes les lois en fait sont définies ici, là, mais on va l'utiliser surtout pour les statistiques. J'ai utilisé précédemment, par exemple, Excel. Là, j'utilise RStudio. Probablement dans une vidéo suivante, je vais utiliser peut-être Jupyter ou autre. Donc, je vais essayer que vous voyez les différentes plateformes qu'on utilise pour ça. Donc, en fait, on a deux choix possibles. Donc, lorsque on fait la loi, lorsqu'on veut calculer ou bien la probabilité ou bien le centile, ben, le logiciel calcule les quantiles. Donc, ou bien je calcule la probabilité que je fais P, qui square. Donc là, je calcule une probabilité d'une qui carrée. Il va me demander c'est quoi la valeur que je calcule. Donc, ça fait 18,31. C'est quoi les degrés de liberté? Donc, on peut dire les degrés de liberté ici, c'est 10, qui est le nombre de ZI au carré, normalement, qu'on a fait. Par définition, ça va me donner la probabilité qu'elle est inférieure. Ça va me donner la fonction, ça c'est la fonction cumulative. Donc, si je le calcule ici, ça va me donner 0,95. Par contre, je peux faire l'option qui est, par exemple, lower pointail. Donc là, ben écoute, là, ça sort généralement des choses, puis je lui dis false. Donc, je ne veux pas calculer la borne inférieure, je veux calculer la borne supérieure. Donc là, je lui dis false, ne calcule pas la borne inférieure. Puis là, ça fait ça. Donc, ça va nous donner environ 0,05. Donc, ben, on peut calculer ça, puis on fait 1 moins ça. On peut calculer comme ça, c'est à vous de choisir. Mais, par contre, si je veux savoir c'est quoi le quantile Q2, donc si je veux calculer le Q2 ici, je vais utiliser ici en bas. Donc, si je vais calculer ici le Ki2, par exemple 0,05 de 10, c'est égal à quoi? Donc là, de la même manière, je vais prendre RStudio, je vais prendre R, puis ce qu'on va faire, au lieu de P Ki2, on va faire Q, c'est le quantile, donc Q square. Donc là, je vais donner une probabilité. Donc, si je vais chercher pour 0,05, je peux faire 0,05, les degrés de liberté 10. N'oubliez pas lower tail equal false. Donc, puis là, ça va me donner le 18, environ 18,31. Là, c'est une valeur exacte, c'est pas juste à la décimale. Je peux aussi dire, c'est le quantile de Chi-square. Puis là, je vais faire, au lieu de 0,05, parce que je sais que 0,05 c'est supérieur, je peux utiliser le 0,95. Puis là, je fais 10, je vais obtenir la même valeur. Donc, regardez, là, si ça c'est alpha, par défaut, ça nous donne ça, les logiciels. Puis c'est quoi ça, là? Ça va être 1 moins alpha. Donc ici, c'est 1, excusez-moi, je vais juste effacer. Donc, ça va être 1 moins alpha. Puisqu'ici, j'ai alpha, donc ici, 1 moins alpha, donc je peux utiliser 0,95. Donc, si, par exemple, je veux aller ici, là, c'est comme celui-là. Donc, si on veut la probabilité qui de 4 inférieure ou égale à 0,48, donc là, c'est pi qui square. Donc, qui square,
OK. Donc, c'est quoi le quantile que je cherche? Ben, ici, on cherche le 0.48. Les degrés de liberté, donc df, degrees of freedom, c'est 4. Donc là, je cherche inférieur ou égal. J'ai pas à faire le lower tail, puis je fais ça, puis je le trouve le 0,025. Donc, comme je vous dis là, ici, c'est des valeurs arrondies qu'on vous donne. Vous voyez avec le logiciel, on a des valeurs précises. Donc, ceci étant dit, c'est ça les centiles qu'on va utiliser. Ben, écoutez, là, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel pour faire ça. On utilise un qui est un des logiciels les plus utilisés aujourd'hui en statistique et pour tout ce qui est les sciences de données. Donc, tout ce qui est data science aujourd'hui, c'est le plus utilisé, c'est R et RStudio, puis Jupyter que je vais essayer de faire peut-être dans une autre vidéo. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, ces outils-là. Donc, c'est ça une loi de Ki2 pour K égale à 2, K égale à 5, K égale à 10. Bien sûr, si K va être très grand, ça va tendre vers une loi normale parce que ça va être une somme, ça va être comme une somme de ZI avec N très grand. Certainement, c'est une loi normale au carré, c'est très asymétrique. Là. Même, vous voyez, pour K égale à 2, ça prend beaucoup de données, un échantillon assez grand pour tendre vers la loi normale. Généralement, plus que 40, on parle, pour que ça soit assez précis. Donc, on continue avec un autre théorème. Donc, ici, on dit, si on a P qui 2 qui sont indépendantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une P qui 2? Donc, si je prends qui 2 de K1, ça va être, c'est égal, ben, je peux dire qui de 1, qui de 2, qui de 1, 2, excusez-moi là. C'est un Z1, 1 au carré, plus Z1, 2 au carré, plus Z1, K1 au carré. Ça fait une Ki2 de K1. Si j'ai une Ki2 de K2, ça va être quoi? Un Z de 1 au carré. Là, c'est pas le même. Là, j'utilise le premier indice pour dire que ces deux lois sont indépendantes, ces deux variables sont indépendantes. Si j'utilise bien sûr une des variables qui est en commun, ça ne devient pas indépendante. Donc, plus Z2 au carré, plus ainsi de suite, jusqu'à Z2 K2 au carré. Donc là, si je continue avec ça jusqu'à Ki2 Kp, ça va être égal Zp1 au carré plus Zp2 au carré plus jusqu'à Zp Kp au carré. Si je fais la somme de ces P qui 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait la somme de toutes ces Z au carré. Or, la somme de Z carré, c'est une Ki2. Donc, en fait, si je fais la somme du Ki2, je vais obtenir une Ki2. Mais avec combien de degrés de liberté? Ben, ça va être K1 plus K2 plus K3 plus Kp. Donc, c'est ce théorème-là. Si on fait l'addition de P variables aléatoires indépendantes, c'est la loi de Ki2. Donc, leur somme, c'est une loi Ki2 où les degrés de liberté et la somme des degrés de liberté. Donc, si on fait un petit exemple, soit x1 et x2, deux variables aléatoires indépendantes telles que x1 suit une Ki de 2 et x2 suit une Ki de 1. Donc, x1 suit une Ki2 à 2 degrés de liberté. x2 suit une... Ça, c'est x, là. Excusez-moi, c'est le crayon qui a fait ça. Donc, ça, c'est x2. OK, je vais faire ça. Suit une Ki2 à 1 degré de liberté. Là, on veut calculer la probabilité que x1 plus x2 soit inférieur ou égal à 7,81. Donc là, pour faire ça, x1 et x2 sont deux variables indépendantes, ça suit des Ki2. Donc si je dis y, c'est égal x1 plus x2. Donc là, y suit une Ki2 avec combien de degrés de liberté? Ben, avec 3, la somme des degrés de liberté. Donc là, je peux dire que la probabilité qu'on cherche, c'est une probabilité qu'un Ki2 avec 3 degrés de liberté, c'est inférieur ou égal à 7,81. Donc si j'utilise ici R, par exemple, pour faire le calcul, donc là, on va trouver, donc c'est P qui square
Donc là, c'est quoi la valeur qu'on a? C'est 7,81. C'est quoi le nombre de degrés de liberté? C'est 3. Est-ce que je veux la borne inférieure ou supérieure? Donc inférieure, donc par définition, c'est l'OT égale true. Donc je peux le calculer comme ça. Puis je vais obtenir 0,95. Donc, et là, je peux dire que cette probabilité, c'est égal à 0,95. Puis d'après donc, calculé par R. Ici, calculé avec R. C'est bon, donc on peut le calculer à la main. Anyways, on peut le trouver dans une table ou autre, mais moi, je vous recommande toujours, peut-être à l'examen, vous allez avoir une des tables. C'est pas si compliqué, mais c'est très important d'avoir à utiliser un logiciel pour tout le temps. Donc, la loi du qui 2 ou la loi de qui carré, pourquoi est-ce qu'on la définit? On a fait énormément de variables avant, on a défini quelques lois. Pourquoi on ne l'a pas défini avant? Parce qu'on le définit pour l'inférence statistique. En fait, quand est-ce qu'on utilise la loi de qui 2? Si on a un échantillon aléatoire de taille n où xi suit une loi normale, chacune des xi sont toutes suivent des lois normales de moyenne mu et de variance sigma carré. Ce qu'on dit ici, c'est que n-1 fois s au carré sur sigma au carré, ça suit une qui 2 à n-1 degré de liberté. Donc, si on fait ça, donc la somme ici des xi moins x bar au carré, sur sigma au carré. Donc, si on développe un petit peu ça, donc on peut obtenir, c'est la somme, là je vais faire xi moins mu moins x bar moins mu. C'est comme on a fait moins mu plus mu. C'est juste pour avoir cette forme-là. Donc, sur sigma au carré. Donc, on peut développer celui-là. Donc, on peut trouver ici, je vais dire 1 sur sigma au carré, là, c'est juste pour simplifier. J'ai la somme des xi moins mu au carré, plus la somme de x bar moins mu au carré, parce que la somme c'est toujours moins 2 fois la somme de xi moins mu fois x bar moins mu. Donc ça, c'est le développement standard qu'on fait d'un binôme. Donc si je fais une petite simplification, donc ici ce que j'ai, i égale 1 jusqu'à n. Donc là, ça, je vais le laisser tel quel, c'est la somme des... je peux rentrer le sigma carré, là. Je préfère le rentrer tout de suite, c'est plus simple. Donc, je peux dire ça, c'est la somme de i égale 1 jusqu'à n. On peut dire ça, c'est xi moins mu sur sigma au carré, plus donc la somme de i égale 1 jusqu'à n. Donc ici, ça ne dépend pas de i. X bar et mu ne dépendent pas de i, donc je peux enlever la somme, puis je fais n fois. Donc ici, je peux dire c'est n fois x bar moins mu sur sigma au carré. Puis ici, le x bar moins mu, je peux aussi le sortir parce qu'il ne dépend pas de i, donc x bar moins mu, facteur de la somme de xi moins mu. J'ai ici sur sigma au carré. Donc si je continue avec ça, donc la somme des xi moins mu, c'est quoi la somme des xi? C'est nx bar. C'est quoi la somme de mu? C'est n fois mu. Donc là, on va continuer. On fait une à la fois. Donc ça, c'est la somme de i égale 1 jusqu'à n de xi moins mu sur sigma au carré. Là, ça, c'est juste, je l'utilise comme ça. Ça, n fois x bar moins mu sur sigma au carré. Ça, c'est la somme des xi moins mu, c'est n fois x bar moins mu. C'est la même chose parce que x bar, en fait, c'est égal à la somme des xi sur n. Donc, la somme des xi, c'est égal à n fois x bar. Puis la somme des mu, c'est égal à n fois mu. Donc, je peux dire c'est 2 fois, donc x bar moins mu, fois n fois x bar moins mu sur sigma au carré.
Donc, si je continue mon développement, on obtient la somme de i égale à 1 jusqu'à n dxi moins mu sur sigma au carré, plus n facteur de x bar moins mu sur sigma au carré, moins 2 n fois x bar moins mu sur sigma au carré. Donc là, vous voyez ça, il y a un moins de plus n moins de n, ça fait moins n. Donc, ce qui fait la somme de i égale à 1 de xi de xi moins mu sur sigma au carré, plus x bar moins mu, je peux dire sur sigma sur racine de n au carré, ben là j'ai plus n moins 2n, donc comme on a dit, ça va être 1 moins. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est quoi la distribution de xi moins mu sur sigma? Si x suit une loi normale mu sigma carré, donc ça c'est chacune c'est une zi. Donc là ici c'est un x bar. C'est quoi la distribution de x bar? Donc on a dit que x bar suit aussi une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n. Donc x bar moins mu sur sigma sur racine de n, on a dit ça suit une loi normale 0,1. Donc ça, c'est une Z, ça, c'est une Z. Donc là, ça va donner quoi? Tout ça. Donc si je pars ici, ça va me donner une qui 2 avec n degrés de liberté. Celle-là, c'est somme de nz carré moins une qui 2 à 1. Puis là, ça va me donner une qui 2 à n moins 1 degrés de liberté. Donc, vous voyez, c'est que ici, on obtient une qui 2 à n moins 1 degré de liberté. Et ça, c'est un résultat très important quand on veut étudier S carré. Donc, on sait que si on veut étudier X bar, on sait que sa distribution, c'est une loi normale, en général, mu sigma carré sur n. Mais si on veut étudier la statistique S carré, ben là, c'est pas une loi normale. Donc là, si X suit une loi normale, dans ce cas, S carré, ben, à un facteur près, fois n-1 sur sigma carré, ça suit une qui 2 à n-1 degré de liberté. Donc, si on fait un petit exemple, soit x1 jusqu'à x10, un échantillon aléatoire de x de loi normale, donc on a x suit une loi normale de moyenne mu et de variance 4. Donc là, on veut calculer la probabilité que S au carré soit supérieur à 7,52. Donc, on sait qu'une fonction, on peut avoir la fonction de S carré qui nous donne une qui 2. Donc là, on peut dire que la probabilité que n-1 fois S au carré sur sigma au carré est supérieure à n-1, ça fait 9, S carré, ça fait 7,52, sur sigma carré, c'est égal à 4. Puis là, qu'est-ce qu'on a? C'est la probabilité d'une qui 2 avec n-1 degré de liberté qui est 9, d'après le théorème, soit supérieure à, ben, je vais utiliser ici directement R. Donc, ça va être 9 fois 7,52 sur 4. Donc, on trouve 16,92. Donc ici, ça fait 16,92. Puis là, c'est la probabilité qu'une qui de 9 soit supérieure à 16,92. On va continuer à utiliser R. Puis là, c'est une qui 2. On cherche une probabilité, donc ça fait P qui 2 square. Donc là, c'est quoi la valeur qu'on cherche? C'est 16,92. C'est quoi le nombre de degrés de liberté? C'est 9. Est-ce qu'on cherche la borne inférieure ou supérieure? C'est supérieur, donc c'est lower dot tail equal false. En général, la majorité des tables, des livres sont données les valeurs supérieures. Donc, et ça, c'est en grande majorité. Et là, on trouve la valeur, c'est égal à 0,05. Donc là, ça, c'est égal à 0,05. Donc, vous voyez, on peut trouver directement la probabilité. Donc, c'est ça la loi du Q2. Donc, maintenant, la loi T du student.
En fait, c'est quoi une loi T de student? Lorsque on a Z, c'est une variable aléatoire de loi normale 0,1, et ici on a une qui de K, une variable aléatoire de loi qui de à K degré de liberté, et tel que Z et qui de K sont indépendants. Donc là, les deux variables sont indépendantes. La variable aléatoire TK, qui est égale à Z sur racine carrée de qui de K sur K, est dite de loi T de student avec K degré de liberté. Sa fonction de densité aussi, ben, c'est une fonction gamma aussi. Donc, c'est ça sa fonction de densité. Elle est définie de moins l'infini à l'infini. Donc, on peut montrer que l'espérance de TK égale à 0 d'après les propriétés aussi de fonction gamma. On peut aussi calculer la variance de TK. C'est égal à K sur K moins 2. Bien sûr, si K est supérieur à 2. Si K est inférieur ou égal à 2, la variance de TK n'existe pas. Ben, en fait, elle ne converge pas, elle diverge. L'intégrale diverge, donc ça tend vers l'infini. Donc, en fait, la fonction T, la densité de T, c'est pratiquement la même chose. Ça ressemble énormément à une loi normale. C'est une forme de cloche aussi. On peut toujours trouver les valeurs de T alpha K en utilisant toujours le alpha ici, puis ça c'est T alpha K. Bien sûr, cette valeur-là, ou la probabilité qu'un TK, ben, si ça c'est une TK, donc la probabilité qu'une TK soit supérieure à T alpha K, c'est égal à alpha. C'est le même principe. En fait, comme j'ai dit, c'est symétrique, donc on peut montrer aussi que si je prends la valeur ici, donc ben, si je prends ici T 1 moins alpha K, ça veut dire la probabilité qui est supérieure à ça, c'est égal à 1 moins alpha, ça veut dire ça, c'est égal à alpha, ben, par symétrie, ça, c'est égal moins T alpha de K. Donc ça, ces deux valeurs-là sont symétriques. Donc, c'est aussi un outil qu'on peut aussi toujours utiliser. Donc, quelques exemples. Donc là, c'est la même chose. On peut utiliser R. Donc, écoutez, là, si on fait ici, on cherche le quantile. Donc, c'est QT. Donc, QT de 0,25. Donc, combien de degrés de liberté? 4. Donc, c'est toujours dans le cas de quantile, on cherche le lower tail off, false. Donc, on cherche toujours la borne supérieure. Donc, on trouve c'est égal à 0,741. Donc, c'est le 0,6 qui a été arrondi. Donc, puis de la même manière, si on cherche la probabilité de T, donc avec 0,741, puis là, on va utiliser 4 degrés de liberté et on va dire toujours le lower tail, c'est false. Puis on obtient le 0,25 comme probabilité. Donc, vous voyez, on peut utiliser l'un ou l'autre. Puis là, on peut calculer son lower tail. Donc, si par exemple, je vais chercher le quantile de T de 0,75, bien sûr, 4 degrés de liberté, puis on continue avec lower tail false. On cherche le quantile, c'est sûr, on va trouver c'est le moins 0,741. Qu'on peut toujours calculer directement QT de 0,25, 4. Puis là, ça va donner le moins 0,741, comme on a vu pour la loi de Q2. Donc, on peut utiliser le alpha ou le 1 moins alpha ou le lower tail false. Donc, une petite illustration, la loi QT, la loi T de student, ben écoutez, lorsque n tend vers l'infini, ça va tendre vers une loi normale 0,1. Donc c'est une fonction plus aplatie qu'une loi normale. Donc elle a un coefficient d'aplatissement positif, donc il est plus grand que la loi normale. Donc, son utilisation en inférence statistique. En fait, pourquoi est-ce que on veut apprendre une nouvelle loi? Pourquoi est-ce qu'on veut étudier une nouvelle loi? Ben, c'est pas pour le plaisir, mais nous, on sait que x bar moins mu sur sigma sur racine de n, ça suit une loi normale 0,1. Bien sûr, si on a x suit une loi normale ou n est grand, mais on va parler du cas de loi normale. Ça suit une loi normale. Mais quand on connaît pas sigma, puis là, je veux étudier mu avec x bar.
Ben, je ne peux pas utiliser sigma, je dois utiliser x bar moins mu. Je peux remplacer sigma par S. Or, S est une statistique. Donc, S, c'est une variable aléatoire. Donc, c'est pas une combinaison linéaire de loi normale ici. Donc, ça ne suit pas une loi normale. Donc, il faut trouver la distribution de ça. Puis là, si je veux utiliser la loi normale, je peux dire que ça, c'est égal. Ben, on peut dire x bar moins mu. On peut diviser par sigma sur racine de n. Puis, on peut avoir le S sur racine de n sur sigma sur racine de n. C'est comme on a divisé par le sigma sur racine de n au numérateur et au dénominateur. Donc là, on obtient un Z au numérateur. Au dénominateur, j'obtiens S sur sigma. Mais puisque ces deux valeurs sont toujours positives, donc je peux faire ces racine carrée de S carré sur sigma carré. Puis ici, je peux aussi dire que c'est une Z sur la racine carrée. Je peux ajouter le n-1. Le n-1. Donc, n-1. Puis là, on va dire c'est fois S carré sur sigma au carré. Puis tout ça sur n-1. Là, c'est carré sur tout ça. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? C'est une Z. n-1 fois S carré sur sigma carré, c'est une qui de à n-1 degré de liberté sur n-1. Puis, on peut montrer que, en fait, x bar et s carré, ben, ils prouvaient que sont indépendantes. Je ne prouve pas ici, mais il est montré, donc c'est quelque chose qui est montré. Donc, là, si je prends z sur une qui de k sur k, ça va donner une student ben, avec n-1 degré de liberté. Donc, vous voyez, c'est ça l'utilisation de la loi du student. Puis plus, c'est comme je viens de dire, x bar et x carré sont des variables aléatoires indépendantes. Donc, si on fait un petit exemple, soit x1, x2, x3, x4, un échantillon aléatoire d'une variable aléatoire x de loi normale 0 sigma carré. Donc là, j'ai x suit une loi normale de moyenne 0 et de variance sigma carré. Et sigma carré, je ne le connais pas. Si je veux déterminer la probabilité que x bar sur S soit supérieur à 0,819. Donc là, je sais que la moyenne est 0, donc je peux dire que ça, c'est la probabilité que x bar moins 0 sur S soit supérieur à 0,819. X bar moins mu, mais là, si j'ai le S sur racine de n, ben, je peux diviser le tout par racine de n, donc comme je multiplie au numérateur, fois x bar moins 0 sur S, soit est supérieur à, ben, je peux l'écrire là, ici, là, ici. Donc je peux l'écrire ici juste pour montrer la forme, soit supérieur à 0,819 fois racine de 4. Donc là, je peux continuer avec ça. Puis ça va être quoi? Ça, c'est une student. Avec combien de degrés de liberté? C'est n-1, donc 4-1, c'est 3. Supérieur à racine de 4, ça fait 2. Fois 0,819, ça fait 1,638. Puis, on peut calculer cette probabilité-là. Donc là, je vais utiliser R pour calculer cette probabilité. Donc, ça va faire ici la probabilité d'unité, donc de 1,638. Donc, on a 3 degrés de liberté, puis lower tail est false. Donc, on cherche la bande supérieure. Puis là, ça va nous donner, c'est 0,1 environ. Donc, ça va donner environ 0,1. Donc, vous voyez, on peut trouver aussi la loi de student. On peut calculer les probabilités aussi de la même manière. Donc, la loi F de Fisher, donc la dernière loi qu'on va voir dans le contexte de ce chapitre-là, c'est la loi de Fisher. Donc là, soit on a deux variables aléatoires de qui deux qui sont indépendantes. La première, c'est une qui de U à U degré de liberté. La deuxième, c'est une qui de V à V degré de liberté. Alors, la variable aléatoire F, qui est une qui de U, donc si je prends ici une qui de U
que je la divise par le nombre de degrés de liberté U, sur la variable qui de V sur le nombre de degrés de liberté V, ça suit une fiche à U et V. Donc là, les degrés de liberté, le premier, c'est pour les degrés de liberté de la Qui2 au numérateur, le deuxième, c'est pour la loi de Qui2 qui est au dénominateur. Sa fonction de densité, ben, tu sais, c'est aussi une fonction gamma. Donc, il est démontré que l'espérance de FUV, c'est égal à V sur V moins 2, et ça si V est supérieur à 2. Donc, si V n'est pas supérieur à 2, ben, il est inférieur ou égal à 2, ben, son espérance n'existe pas, elle tend vers l'infini. Donc, et sa variance aussi, elle est cette forme-là, si V est supérieur à 4. Donc, en fait, c'est une variable aléatoire qui est toujours positive parce que c'est le rapport de variables positives qui sont les Qui2, qui sont chacune une somme de Z au carré. Donc, mais la moyenne n'est définie que lorsque le degré de liberté de dénominateur est supérieur à 2 et la variance n'est définie que lorsque les degrés de liberté du dénominateur est supérieur à 4. Il n'y a pas de restriction pour les degrés de liberté du numérateur. De la même manière, on peut définir le centile F alpha UV par FUV, ben, c'est de la même manière, là, on va le voir directement ici. Ben, ici, quelques illustrations de F, donc, ben, on a dit U5V5, U5V15. Là, on a le alpha ici. Donc, quelque chose qui est très important, c'est alpha, c'est ce qui est supérieur. Mais ce qui est inférieur, ça devient F1 moins alpha UV. On va faire ça d'une façon très simple. Donc, là, si je veux déterminer la probabilité qu'une F UV est supérieure à F alpha UV, ça c'est égal à alpha. C'est ça la définition de base. Donc là, si je prends ça, puis je veux savoir c'est quoi la probabilité qu'une F UV, donc là, si je prends la probabilité que F UV supérieure à F1 moins alpha UV, ben ça c'est égal à 1 moins alpha. Donc là, si je veux faire l'inverse de ça, donc on sait très bien que FUV, c'est une qui de U sur qui de V sur V, ça est supérieur à F1 moins alpha UV, ça c'est égal à 1 moins alpha. Si je fais l'inverse maintenant, on sait que toutes ces valeurs sont positives, donc si je fais l'inverse, ça va faire qui de V sur V sur qui de U sur U, ça va être inférieur parce que toutes les valeurs positives, 1 sur F1 moins alpha UV, ben, c'est égal à 1 moins alpha. Donc là, si je fais ce qui est supérieur, ça veut dire quoi? Qui de V, ben là, je vais juste simplifier pour ne pas écrire 1000 fois les qui de. Donc ça devient quoi? Ça devient une fiche VU. C'est inversé. On a démarré ici par UV, puis là, ici, on est VU, parce qu'on a fait l'inverse. Donc là, ça, c'est supérieur à 1 sur F1 moins alpha UV, ben ça, j'ai rien changé. Ça, c'est égal à alpha, parce que si c'est la probabilité qu'elle est inférieure à ça égale à 1 moins alpha, donc la probabilité qu'elle est supérieure à ça, c'est égal à alpha. Or, si maintenant je revois ce que j'ai écrit ici, et ce que j'ai écrit ici, donc la probabilité que F UV est supérieure à ça, c'est égal à alpha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette valeur ici, c'est égal, quelle sont-elles? C'est égal le F alpha, parce que c'est supérieur égal à alpha, de VU. Donc, F alpha de VU, ben, c'est égal à 1 sur F de 1 moins alpha de UV. Faites attention, ici, là, sont inversés. Ici, c'est un VU, ici, c'est UV. Vous voyez là, c'est inversé les U et le V.
Donc là, ça c'est un résultat important qu'on peut utiliser directement. Ben, lorsqu'on a le centile juste supérieur, on peut trouver les inférieurs en faisant le rapport, mais faites attention, il faut inverser les degrés de liberté. En fait, l'utilisation en inférence statistique de ça, c'est lorsque on a deux échantillons, par exemple, le premier d'une variable x1 de taille n1, un deuxième échantillon de la variable x2 de taille n2. Ce sont deux échantillons aléatoires indépendants provenant de deux populations, donc ou de variables aléatoires. Deux lois, ben, le premier x1, ça suit une loi normale mu1 sigma 1 carré. Donc là, si je dis ici x1 suit une loi normale mu1 sigma 1 au carré. x2, ça suit aussi une loi normale de moyenne mu2 et de variance sigma 2 au carré. Donc là, si on calcule x1 carré et S1 carré, en fait, dans ce contexte-là, S1 au carré sur sigma 1 au carré, sur S2 au carré sur sigma 2 au carré, ben, ça, c'est égal à quoi? Ben, là, c'est une qui de N1 moins 1 sur N1 moins 1, parce que il faut multiplier par N1 moins 1 pour que ça soit une qui 2. Puis ici, c'est une qui de N2 moins 1 sur N2 moins 1. Puis c'est définitivement, ça suit une fiche avec N1 moins 1 et N2 moins 1. Donc, vous voyez, on peut aussi toujours calculer des probabilités de la même manière. Là, je peux utiliser R. Donc, on peut utiliser la probabilité qu'une fiche. Donc, ici, on peut prendre une valeur donnée. Ben, je sais pas, là, je prends 2,5. Je dois y avoir 2 degrés de liberté, donc 4 et 5, par exemple, ici. Puis, je fais lower tail égale false. Donc, on a besoin toujours de la bande supérieure. Je vais la trouver. Donc là, si je fais 1 sur ça, donc si maintenant je fais PF, puis là, la probabilité de 1 sur ça, donc c'est 1 sur 2,5, puis là, je vais inverser les degrés de liberté, 5 et 4. Je vais toujours continuer avec lower tail, false. Je dois trouver... oups. Donc, je dois obtenir quoi comme valeur de ça? Normalement, je dois trouver 1 moins 0,17. Je dois trouver 0,829 environ. Oups. Excusez-moi, je n'ai pas fait une parenthèse ici. Donc, je dois trouver le 1 moins ça. Donc, vous voyez, de la même manière, si je fais le quantile d'une fiche, puis je vais dire ici 0,05, puis je vais donner 2 degrés de liberté, par exemple 4, 6, puis là, je ne vais pas donner le hotel, parce que ça va être la même chose. Donc, ça, je vais obtenir 0,16. Donc, si je fais QF maintenant de 0,95, puis là, je vais prendre l'inverse 6, 4. Puis, si je fais 1 sur ça, je dois obtenir le 0,1622, la même valeur. Donc, vous voyez, par contre, il faut vraiment faire attention. Si je fais 4, 6, le résultat va être différent. Je ne vais pas obtenir le 0,16. Vous comprenez? Donc là, c'est toujours CP pour probabilité, Q pour quantile. Faites attention. Le R, ça calcule toujours les bornes inférieures. Nous, on veut toujours les bornes supérieures. Ben, suivant le cas, en général, vous allez voir, en statistique, on utilise beaucoup les bornes supérieures. Donc, avec ça, on a vu la partie sur tout ce qui est la distribution échantillonnage, comment on utilise pour les distributions en fait, qui va nous servir pour les statistiques, les distributions de quelques statistiques intéressantes comme X-bar, S-car et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup et bonne journée.